Yaorana Tatau, bonjour à tous, je m'appelle Ora Manigou et je suis étudiante en design textile au lycée des arts et métiers Raymond Léwy. Je suis également diplômée du Centre des métiers d'art de la Polynésie française et aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que j'ai eu l'opportunité de découvrir au musée du Quai Branly Jacques Chirac le 27 octobre 2020. Cette visite fait suite à un projet que j'ai pu mener lorsque j'étais en stage chez Julien Vermeulen, plumassier à Paris. Le but était de voir en vrai la cape de plume Tupinamba, un objet d'Amazonie brésilienne, sur laquelle nous avions travaillé. J'ai donc fait la demande auprès du musée pour que nous puissions, en plus de la cape, consulter un certain nombre de pièces. Les objets étaient magnifiques. Il y avait 3 capes de plumes issues de différents lieux, Amazonie, Hawaï et Nouvelle-Zélande. Je voulais pouvoir comparer leurs structures. Elles sont toutes très intéressantes, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un objet spécifique, issu du patrimoine tahitien, le Maru'ura. Parce que cette pièce, elle a une histoire complètement folle. Pour commencer, Maru'ura est un mot tahitien composé des mots maro et ura, se traduisant littéralement par ceinture rouge. Il s'agit d'une étoffe de tapa, un textile d'écorce battue, cousu de plumes jaunes, rouges ou encore blanches. Cette pièce cérémonielle était portée par les Ari'i, les rois les plus importants de leur époque. Il faut savoir qu'en Polynésie, le jaune et le rouge sont des couleurs associées aux dieux, et que ceux-ci étaient anatomiquement bien plus proches des oiseaux que des hommes. Ainsi, le Maru'ura symbolise l'ascendance divine des Ari'i. C'est sans doute une des pièces de prestige tahitiennes les plus importantes que l'on connaisse. Il est donc très étonnant de constater le peu de ressources dont nous disposons à son sujet. James Cook a écrit en avoir vu une sur un Ari'i. Wallis rapporte une aventure avec un drapeau anglais dont nous parlerons tout à l'heure, mais sinon, il existe peu de traditions orales et pas de gravure le représentant. Ah si, il existe un croquis à l'aquarelle de William Bligh, mais peu détaillé. Et connaissant les qualités graphiques du monsieur, cela rend le croquis très frustrant. Je veux dire, regarder son travail et l'attention portée aux détails dans le même carnet pour l'ornithologie et l'ichtyologie. Sans doute eut-il moins de temps à consacrer à notre Maru'ura. Cette pièce étant très précieuse, cela laisse supposer qu'il n'a peut-être pas eu l'opportunité de l'observer très longtemps. En effet, même au sein des sociétés aristocratiques polynésiennes, le maru'ura était porté en de rares occasions. Ce n'était certainement pas un vêtement quotidien. Il était porté lors de cérémonies spécifiques, comme par exemple l'intronisation d'un nouveau ari'i ou encore les cérémonies rendues au dieu tutélaire Oro. Comme nous l'avons vu, il nous reste très peu de traces historiques et archéologiques du Maru'ura, et le fragment retrouvé au musée du Quai Branly pourrait bien être le seul et dernier vestige existant, les autres exemplaires de cet objet ayant été détruits ou perdus lors de l'évangélisation de la Polynésie française. Mais du coup, il faut que je vous parle de sa redécouverte. Et oui, parce que l'histoire improbable, c'est que le Maru'ura du musée du Quai Branly n'est considéré comme un Maru'ura que depuis 2018. Un historique bien particulier qui a de quoi alimenter le mythe autour de l'objet et le rendre encore plus précieux pour la culture polynésienne. Jusqu'en 2018, l'objet était enregistré comme étant une enveloppe de To'o, une enveloppe d'idole divine. C'est Guillaume Alévêque, anthropologue spécialiste de la Polynésie, qui s'est intéressé à cette pièce inhabituelle et qui y a découvert des fragments de tissu rouge très semblables aux textiles utilisés au XVIIIe siècle pour les fanions de bateaux anglais. Cette découverte a permis de faire le lien avec le premier voyage de Wallis à Tahiti, effectué en 1767, et du drapeau anglais qui fut alors planté pour revendiquer la terre. À ce sujet, nous pouvons citer le livre Tahiti aux temps anciens qui nous apprend que dans la nuit, les chefs tinrent conseil, rassemblèrent la population du district et formèrent une grande procession avec torches, tambours et poux, conques marines utilisées comme trompettes, dans le but d'aller enlever le pavillon. Les indigènes, en effet, avaient souvent des pavillons sur leurs pirogues et aussi à terre pour affirmer leur prestige, et ils avaient bien compris le sens de la cérémonie accomplie par les Anglais, d'où l'hostilité qu'ils manifestèrent les jours suivants. Sans le vouloir, ils firent grand honneur au pavillon anglais en l'attachant à la ceinture royale de plumes jaunes et rouges qui était l'apanage du grand chef Amo, clin d'œil, de Papara. Amo, dont la femme Purea était chefesse de Papara, exerçait son influence sur le district de Ha'apape, théâtre des événements.
pendant de nombreuses années, cette relique étrangère resta attachée à cet insigne antique, emblème royal de descendance directe des dieux. Il est donc probable que la pièce dont nous parlons soit un fragment du Maro'ura décrit alors par Wallis, auquel fut cousu un drapeau anglais. Et si Guillaume à l'évêque ne s'y était pas penché, peut-être serait-elle, encore aujourd'hui, rangée discrètement auprès des taureaux. Lorsque j'étais étudiante au Centre des métiers d'art de la Polynésie française, entendre mes enseignants parler avec passion et malice du Maro'ura a considérablement nourri mon amour pour la richesse et le mystère du patrimoine polynésien. Cela a sans doute aussi contribué au fait que j'ai été complètement submergée par l'émotion lorsque l'on a déroulé la pièce devant mes yeux. Ce à quoi mes collègues de visite n'étaient pas vraiment préparés. En tout cas, une fois que j'ai eu repris mes esprits, j'ai eu l'occasion de détailler la pièce dans tous les sens en compagnie de Julien Vermelaine, Aloïs Picot, qui est spécialiste de la maille, et de Stéphanie Elarbi, qui est chargée de restauration au musée du Quai Branly. Nous avons pu échanger nos questions et nos hypothèses. Quelle était la nature des plumes et des fibres présentes? Quid de l'organisation du motif? Tel détail relevait-il de quelque chose de très calculé, d'une restauration, d'une intervention ultérieure ou bien d'un complet hasard? L'après-midi, mes collègues visiteurs sont repartis pour leurs ateliers respectifs et j'ai eu le privilège de rester en tête-à-tête avec le Maro'ura pendant de longues heures. J'ai pu le photographier, l'analyser au microscope, le dessiner dans tous les sens et poser des dizaines d'hypothèses sur sa fabrication. Un moment hors du temps. Et à présent que je suis de retour chez moi, j'ai à ma disposition un dossier fascinant qui va me permettre de faire de l'archéologie expérimentale à partir de cette pièce. Je peux également enfin me poser pour répondre à cette question fondamentale: pourquoi est-ce que j'ai été aussi émue? Pourquoi et comment cet objet revêt une valeur et une importance telle qu'il a été capable de me tirer de véritables larmes et une émotion aussi poignante? Le fait est que les artefacts du passé nous fascinent et que l'objet de musée possède un statut particulier auprès du grand public. Dans son ouvrage Le système des objets, Jean Baudrillard évoque ce rapport qu'entretient l'individu avec l'objet ancien. L'objet ancien est vécu comme vecteur d'authenticité et de légitimité et rassure l'individu dans son identité. Le patrimoine contribue grandement à la construction d'une identité culturelle, personnelle comme commune, et c'est encore plus vrai pour le public polynésien qui entretient un rapport très intime avec son passé. En effet, la conception polynésienne du temps place le passé en avant de nous comme quelque chose que l'on peut regarder pour construire le présent, et le futur en arrière de nous, comme quelque chose qu'il ne nous est pas possible d'appréhender par avance. À ce sujet, je citerai Epeli Hau'ofa, écrivain et anthropologue fidjien, qui soutenait que puisque le passé vit en nous, alors les morts sont vivants. Nous sommes notre propre histoire. C'est donc tout naturellement qu'en 2019, en présence du ministre polynésien de la Culture, Herimoana Mamatuayahutapu, et de Myriam Abono, directrice du musée de Tahiti et ses îles, une convention fut signée par Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly, et Édouard Fritsch, président de la Polynésie française. Il fut convenu que le Maro'ura serait laissé en dépôt au musée de Tahiti et ses îles à partir de 2021 pour une durée de 3 ans renouvelable. Après plus de 250 ans d'anonymat, l'artefact retrouve une vie d'objet vénéré à travers son statut d'objet de musée et un retour à sa terre de création. Waouh! Décidément, cet objet a eu une vie bien remplie, et à ce sujet, Adriaan Van Allen, anthropologue et designer, propose une approche très intéressante de l'objet de musée. Dans son article, présent dans le recueil d'approches anthropologiques Valeurs et matérialité, dirigé par Frédéric Keck, elle soutient l'importance des objets de musée et prône une attention renouvelée au sujet des matériaux qui les composent. Si l'objet de musée est aussi fascinant, c'est parce qu'au fil du temps il a connu et continue à connaître des existences riches des intérêts dont il a été le centre. Il est devenu une archive incarnée à travers laquelle l'humanité peut être étudiée sous de multiples formes. Il est donc empli d'une valeur, d'un poids qui dépasse notre entendement. Et franchement, ça donne le vertige. La redécouverte du Maro'ura, ce n'est donc pas juste un objet insolite qui a été retrouvé. Ce sont des portes entières qui s'ouvrent pour les domaines scientifiques et culturels, pour la recherche et la création. Et pour ma part,
En tant que passionné, mais surtout en tant que designer, le Maro Ura me fascine pour ce qu'il pourrait apporter à l'avenir. Le patrimoine est une source de documentation et d'inspiration exceptionnelle que je réinvestis dans mon travail et dont je continuerai toujours à vanter l'intérêt. Cette vidéo était une introduction à l'objet Maro Ura. J'ai volontairement laissé de côté les aspects techniques de la pièce afin de mieux en parler dans une prochaine vidéo qui retracera mes expérimentations, mes hypothèses et mes pistes de travail en tant que designer. Je voudrais à présent remercier les personnes sans qui cette expérience n'aurait pas été possible. Merci d'abord à Stéphanie Leclerc-Caffarel, qui est responsable des collections d'Océanie au musée du Quai Branly et qui a été mon contact pour l'organisation de cette visite. Merci également à Paz Núñez Recuero, qui est responsable des collections d'Amérique et sans qui nous n'aurions pas pu voir la cape de plume Tupinamba. Merci également à Constance de Montbrison et à Marie-Laurence Bouvet pour nous avoir accompagnés pendant toute cette visite. Merci à Julien Vermelaine, plumassier à Paris et mon ancien maître de stage, à Aloïs Picot, spécialiste de la maille, et à Océane Paris, étudiante en plumasserie, qui m'ont accompagnée lors de la visite. Et enfin, merci beaucoup à Géraldine Leroux, maître de conférence à l'Université de Brest, à Armelle Duneau et Viviane Sinclair, enseignantes en design au lycée des arts et métiers Raymond Léwy, et à Laurence Pache, enseignante en philosophie au lycée des arts et métiers Raymond Léwy, pour leur relecture sur le script de cette vidéo et leurs conseils. Maruru, merci beaucoup pour votre attention, je vous dis au revoir et à bientôt. Yaorana.